je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, je ne dirais pas de manière urgente partout où on peut le faire, mais bon, là où ça peut se faire, je pense que ça me paraît important, parce que autrement on risque de rater le coche. La situation ne sera pas la même. Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour et Jean-Luc Mélenchon au doublé. On est d'accord. Tu veux le dire nous? Ouais. Entre les deux. Bon, nous, on est plutôt sur ce qu'on appelle des groupes d'action directement intégrés à la France. Non, c'était à propos de ce que disait Alexandre sur la démobilisation et la perte de confiance, bon, on va comprendre, dans le personnel politique, et puis le désintéressement de la politique, c'est-à-dire du débat argumenté contradictoire qui permet de choisir son projet de société, permet de choisir la société dans laquelle tu es. Il n'y a pas de secret. La pire des choses, ce serait d'attendre que miraculeusement cet intéressement refleurisse. Je crois que précisément le programme dans son entier est particulièrement, parce que bon, le sujet c'était la 6ème République, particulièrement les outils de la 6ème République, notamment dans les médias, par exemple, parce que évidemment l'éducation nationale c'est un des piliers de la République, on éduque, on instruit les enfants. Une fois qu'on est adulte dans la vie active, pour être au courant de ce qui se passe et pouvoir penser l'actualité, il faut être informé de manière sincère et une information sincère et honnête, et pouvoir entendre un débat contradictoire sur comment penser cette actualité. Donc il faut une presse indépendante de tous les pouvoirs politiques et financiers, une presse autonome et pluraliste. Or, ce n'est pas le cas, y compris, malheureusement, la presse, les médias publics. Donc, nos mesures pour la 6ème République dans le secteur des médias, ce ne sera pas miraculeux et en un coup de baguette magique, en 3 mois, 90% de la population va se mettre à débattre, et puis aux prochaines élections, il y aura 90% d'expression. C'est pas sûr, c'est sûr que ce ne sera pas magique, mais disons que ce sont les outils qui permettront, je pense, les seuls outils possibles. Quoi faire d'autre? Attendre que ça se passe, ça ne se passera jamais. Donc je crois que la seule solution, c'est de se retrousser les manches. Moi, je peux vous en dire quelques mots de ce qu'on compte faire dans les médias, adopter une loi anti-concentration, réserver les aides publiques aux médias, aux seuls médias d'information. C'est encore le cas aujourd'hui. TéléZ a plus d'aides publiques que le monde diplomatique. Protéger le secteur des intérêts financiers et politiques en renforçant le statut juridique des rédactions, en intégrant dans la convention collective une charte de déontologie et en donnant un droit d'agrément aux rédactions pour l'accueil de tout nouvel actionnaire dans les parts de la société, et transformer le conseil déontologique des médias actuels en véritable contre-pouvoir citoyen. Tel que vous me voyez, je suis l'heureux copropriétaire du monde diplomatique. C'est vrai. Je ne plaisante pas. Le monde diplomatique, certes, est détenu à 51% par la SA Le Monde, mais l'importante minorité des 49% restants est propriété de l'association des lecteurs, des amis du monde diplomatique, dont je fais partie, et l'association des salariés. On a évidemment des mesures de soutien dans les médias type coopérative ou des médias comme le monde diplomatique par action, mais je dirais qui sont la copropriété des salariés et des usagers, ce qui garantit précisément l'indépendance, l'autonomie et dans le total la pluralité et donc la qualité de l'information, et donc on peut espérer comme ça, je dirais, remobiliser les individus sur les questions politiques. Claudine avait demandé la parole. Oui, 2 questions. Je vais essayer extrêmement concise. Dans ce que tu as présenté, je n'ai pas bien vu dans les 2 ans là, avant la 6ème République, il y aura 2 ans, bon, d'accord.
Et là, si on est bien d'accord avec tout ce qui s'est dit dernièrement, là, on assiste, au-delà de la Ve République, on assiste à un État qui est complètement délité. Et donc, je voulais savoir si un des objectifs, donc, après les élections, ça serait le renforcement de l'État, et notamment dans ses rôles régaliens, de police, etc. Moi, je suis très sensible à cette histoire-là. Veiller, être vigilant à ce qu'il y ait une police, je ne dirais pas encore de classe, parce qu'on ne peut pas encore parler de police de classe, mais être vigilant par rapport à ceux qui commandent la police, pour éviter les flashballs, etc. Bon. Donc, et puis, revenir, le rôle régalien, ça veut dire que ce n'est pas uniquement la police, mais reprendre toute la structure civile et enlever à tous les organismes privés la distribution, par exemple, passeport, etc. Je viens un petit peu dans le petit détail, mais qui pour moi me paraît être un des éléments quand même importants qui a fait que progressivement, mais sûrement pendant 4 ans, nous avons pu voir que l'État maintenant est de moins en moins présent et bien sûr, au cœur même de tout cela, les services publics. Deuxième question qui sera beaucoup plus courte. Je m'appuie sur une réflexion de M. Hollande, à qui on a posé la question du soutien au nom de l'Union de la gauche, puisque il était évident que la candidate présentée par la gauche avoisinait les 2-3%. Voilà. L'autre, je ne sais plus quel. Bref. Et que parmi tous les votes, quand même, c'est Mélenchon qui représentait 11%. Donc, si on veut être sûr et donc se battre, puisque lui c'est l'homme qui représentait la gauche, de se battre pour un homme de gauche, c'est le vote Mélenchon. Ce à quoi M. Hollande a répondu qu'il ne pouvait voter pour quelqu'un qui prônerait le retrait de l'OTAN ainsi que de l'Europe progressivement. Et ça, j'aimerais bien que tu précises le retrait. Est-ce qu'il va être le retrait de l'OTAN instantanément? Moi, ce n'est pas ma critique, hein. Je dis bien que c'est M. Hollande qui l'avait mis en avant. Hein. Et le retrait de l'Europe progressivement, comment ça va se faire concrètement? Point. C'est tout. Alors, je tiens à préciser que je n'ai pas de vie politique professionnelle et que si j'étais un médecin, je ne serais pas un spécialiste, mais un médecin généraliste qui connaît un peu toutes les maladies, mais qui ne serait pas capable de faire. Donc, je n'ai pas réponse à tout. Mais je vais quand même tenter de répondre à tes questions. Je suis un Pékin de base, hein, donc je n'ai pas réponse. Donc, par exemple, je ne me rappelle plus les mesures que l'on a pour une police au service de la population, une justice, je ne me rappelle plus exactement, enfin, notamment sur la police. Moi, il y a quelque chose qui ne me plaît pas en toi, et que si ma mémoire est bonne, on s'est filmé Mélenchon si tu m'entends. Par rapport à 2017, je crois qu'on avait au programme de quitter l'OTAN. Et là, on a dans le programme de quitter le commandement centralisé de l'OTAN et progressivement quitter les forces armées de l'OTAN. Donc moi, je serais plutôt favorable à quitter l'OTAN brutalement, de manière unilatérale, y compris les forces armées. Mais là, on quittera le commandement, comment ça s'appelle, intégré, le commandement intégré de l'OTAN, ça on le quittera. Et progressivement, on quittera les équipements opérationnels. Ça nous paraît indispensable pour que la France ait une voie indépendante et ne soit non alignée ni sur Vladimir Poutine, ni sur la Russie, ni sur la Chine, ni sur les États-Unis. Car la politique, la stratégie géopolitique des États-Unis n'est pas celle de la France, ne nous convient pas, et n'est pas une géopolitique
à destination du bien-être des peuples et de l'intérêt général des différents peuples de la planète. Il faut le dire vite. Les autres questions, la première, c'était... C'était par rapport au rôle régalien. Oui, mais je vais formuler pas, parce que oui, j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas d'accord avec ce que tu disais, je ne formulerai pas les choses comme ça, les classes d'élite. Si on considère que l'État, c'est le peuple citoyen, évidemment, là, il est en mauvaise posture. Mais en Ve République, est-ce que les façons de gouverner d'Emmanuel Macron sont anticonstitutionnelles? Non. Elles sont conformes à l'esprit de la Ve République. La façon dont vous avez décrit tout à l'heure, admirablement bien, la façon dont Macron gouverne n'est pas anticonstitutionnelle en Ve République. L'État n'est absolument pas délité. Les missions régaliennes de l'État sur la police, sur la justice, sur l'armée et sur les politiques internationales, l'État est bien présent. Et l'État, dans les activités des institutions républicaines, les médias, a bien son emprise, il organise bien les choses pour que ses copains de l'oligarchie financière soient bien présents. Il n'empêche pas que la concentration des médias, il n'empêche pas que des milliardaires, des capitaines d'industrie s'achètent les médias pour pouvoir fournir du contenu dans les boîtes Internet, enfin les outils Internet qu'ils achètent. Ils achètent des outils Internet sur des coquilles vides, comme ils n'ont rien à mettre dedans, ils achètent des organes de presse pour avoir du contenu. Donc l'État, à mon avis, est bien présent dans tous les secteurs d'activité de la République. Et il y avait une question sur l'Europe, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu n'as pas répondu sur l'Europe. C'est peut-être sur les traités que vous voulez dire. Voilà. Alors, nous désobéirons à chaque fois qu'il le faut, et dès que nous mettrons en œuvre notre programme, nous commencerons par désobéir aux traités européens. C'est pas vrai que dans le programme de 2017, il y avait dans le plan A de sortir de l'Europe. C'est vrai que dans le l'Europe, on la quitte, on la change ou on la quitte. Ça, c'est du Mélenchon, dans le texte. On la change, on la quitte. Il y avait dans le programme de 2017 de créer un rapport de force au sein de l'Europe, d'éventuellement collaborer avec des pays, notamment les pays du Sud. À l'époque, il y avait Syriza qui laissait un peu d'espoir. Les Italiens et les Espagnols et les Podemos en Espagne et en Portugal, de faire peut-être un eurosol, euro solidaire, une espèce d'euro parallèle à l'euro de la Banque centrale. Mais il n'y avait pas dans le programme de 2017 le départ de l'Union de manière instantanée et brutale. Il y avait d'abord, en plan A, de créer un rapport de force au sein de l'Europe pour tenter de modifier les institutions. Et si on observait que ce n'était pas possible pour les raisons qu'on connaît, de faire un plan B, de mettre en œuvre un plan B, c'est-à-dire arrêter de contribuer au financement, enfin au budget européen, et de sortir progressivement de l'Union européenne pour tenter de créer une autre Europe sur nos bases et avec d'autres partenaires si c'est possible. Là, en 2022, c'est pas ça. Il faut bien le reconnaître, c'est pas ça. Alors, oui, mais alors, écoutez, moi je voudrais qu'on termine ensemble. Donc, on a d'autres tables rondes. Je viendrai chercher. Moi je propose qu'on choisisse des thèmes pour la fois d'après, parce que on va être embêté. Ce qui reste et qui est intéressant, c'est toujours d'abord le rapport de force au sein de l'Union européenne, c'est toujours la désobéissance au niveau traité, et ce qui est dans le cadre de la 6e République, c'est qu'aucun, d'abord, on déclara les traités passés de l'année qu'on a vu, mais qu'aucun nouveau traité ne sera signé sans qu'il soit ratifié par la population par un référendum national. Ce n'est plus le chef de l'État, ce n'est plus non plus l'Assemblée nationale, le Parlement, qui décidera de la ratification d'un traité européen, ce sera le peuple citoyen par le moyen d'un référendum. Alors j'avais prévu d'intervenir, mais il n'y a pas le temps, donc je vais simplement flécher un point pour la suite.
J'ai noté dans le cours de l'exposé que nous a fait Eric, là, bon, après sur la suite, hein, après, au moment où, même si on est élu, ça ne suffira pas. Je pense que, disons, il y aura des réticences, des résistances, à la mauvaise volonté, c'est un terme gentil, des hauts fonctionnaires, etc. Changer le système constitutionnel, donc le contenu, et d'appliquer la politique du système capitaliste, implique que les forces du système capitaliste mettent en œuvre tous les moyens pour sauver le système, et donc empêcher le changement de l'établissement de la démocratie, dont le peuple, à travers la Constituante, définira à la fois la forme de la démocratie politique et le contenu social qu'il entend y mettre. Donc ça, je pense que c'est important. De ce point de vue-là, je crois qu'il y a quelque chose qui me frappe, ça fait l'objet de certaines discussions au niveau national, d'échanges informels, en particulier, enfin des choses, ce sont des échanges informels, entre militants de la délégation de liaison, de la délégation permanente du comité de résistance et de reconquête, et un certain nombre de députés, principalement, de la France insoumise, qui souvent se sont relayés dans les conférences nationales des comités de résistance et de reconquête, Alexis Corbière, Daniel Simonet, Mathilde Panot, et puis, alors je ne sais plus comment il s'appelle, le nom de l'Ariège, des députés de l'Ariège, je ne sais plus le nom. Non, l'Ariège. Ouais. Donc, voilà, qui a été à l'origine à la fois de la question du Parlement de l'Union populaire, qui est un cadre où il y a des forces politiques qui ont leurs spécificités, qui sont là, des tas de représentants d'associations, collectifs citoyens, de gens engagés dans des luttes. Et puis, il y a quelque chose qui est appelé à développer. D'ailleurs, il y a dans les départements, dans les localités, des constitutions parlement locaux de l'Union populaire, à Saint, à La Rochelle, vendredi soir, etc. Et ce que nous, on cherche à faire, sur le plan, ce que disait syndical, en tout cas sur le plan, je dirais, des luttes de classe, entre guillemets, hein, c'est pas simplement syndical, les derniers événements le montraient, où on cherche à constituer, je dirais, l'appareil politique de la lutte, et Mélenchon, dans plusieurs de ses derniers discours, a indiqué qu'il faudra nous aider. Et je pense qu'il y a un pont à jeter dans la recherche. Moi, je pense qu'une constituante purement parlementaire, comme on y insiste, par exemple, parce qu'on a des exemples, on tirait les enseignements de la situation internationale, le Chili, les parités, ou au Pérou, un président qui est de gauche a été élu, mais qui dit je ferai une constituante, etc., qui est totalement paralysée. Parce que toutes les forces existantes se battent pour empêcher que ça se fasse. Donc, ça se relie à la nécessité de la mobilisation populaire. Donc, sur le plan politique, sur le plan de la lutte de classe, sur toutes les choses. Là, sur les aspects de loi liberticide, etc., moi, ce que je me disais, c'est plutôt que poser la question d'une police républicaine, je suis pas fan de ça. Donc voilà, il y a d'autres, je ne suis pas seul. Moi, je me poserais la question, comment reconquérir, de rétablir toutes les libertés politiques qui déjà ont été en train de... Donc ça va, c'est pas l'idéal. Moi, je pense qu'effectivement, il faut mettre un pied dedans dans l'avenir. Ça, c'est ma position à moi. Et je pense que c'est des éléments, c'est des enjeux extrêmement importants. On devrait les creuser dans la suite des tables rondes. Et je pense que ce type de contribution, qui mériterait d'être plus développé dans tous les domaines, ça serait vraiment très productif pour la suite, pour tout le monde. Voilà, Madame Céline. Bon, il est grand temps de clore cette table ronde. Ça fait plus de 3 heures qu'on est ensemble. En ce qui me concerne, j'ai ma journée de femme qui m'attend à la maison. Donc il est grand temps que c'est que ces banalités dont tu parles. Et ce qui serait bien, peut-être si on veut faire des tables rondes qui durent longtemps comme ça, c'est qu'on essaie de les organiser plutôt dans l'après-midi ou dans une matinée, parce que là, pour moi, c'est trop tard. Il est 10h moins le quart. Je crois que la prochaine, il faut un seul thème. Et demain, je me lève à 5h.